Les amis, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes à Bordeaux, sur la Garonne, sur le bateau le Marco Polo, où nous accueillons Nicolas Leroy-Fleuriot. Nicolas Leroy-Fleuriot, bonjour. Bonjour. Alors, Nicolas Leroy-Fleuriot, donc vous êtes le président de Keops Technologies. On parle de vous un petit peu partout dans les médias. Votre réussite est croissante. Mais avant de parler de ce que vous faites, parlez-nous un petit peu de vous. Quel est votre parcours? D'où est-ce que vous venez? Écoutez, d'abord, je suis bordelais d'adoption, puisque ça fait une trentaine d'années maintenant que j'habite ici, un petit peu moins, 26 ans. Et en fait, je suis bordelais d'adoption parce que j'ai épousé une bordelaise, mais je suis montpelliérain d'origine. J'ai fait mes études supérieures à Montpellier. J'ai fait une école d'ingénieur en informatique. Donc très vite, quand j'étais jeune, le virus de l'informatique m'a pris. Et j'en ai fait mon métier. Et puis, avec le fait que j'épouse une bordelaise, je suis devenu bordelais. Et je suis ravi d'être dans cette ville. J'ai toujours eu coutume de dire d'ailleurs que moi, je fais d'abord une carrière géographique avant de faire une carrière hiérarchique. Et c'est dire que combien je suis attaché à cette ville et cette région formidable qu'est la région bordelaise. Donc en 2004, il y a un événement majeur de votre vie. Vous rachetez une petite PME nantaise à l'époque, que vous déplacez le siège social en tout cas sur Bordeaux, sur la région bordelaise. Cette société, c'est Keops Technologies. C'est une croissance extraordinaire. Mais avant de parler de cette société, je propose à nos amis internautes de jeter un œil sur ce petit film réalisé par Francis Bianconi. C'est un écran qui a le mérite de présenter de manière très visuelle certains paramètres qui nous sont indispensables, mais ce sont certains paramètres. Quand Nicolas Leroy-Fleuriot rachète Keops Technologies en 2004, c'est une PME de 16 personnes. Aujourd'hui, l'entreprise de services numériques compte plus de 400 collaborateurs répartis sur 12 sites en France. Elle affiche un chiffre d'affaires de plus de 70 millions d'euros, une croissance de 300% en moins de 10 ans. De plus en plus d'entreprises, même les PME, ont besoin d'un système d'information disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ou 6 jours sur 7. Imaginez-vous, je vous coupe la messagerie à 23 heures le soir, même si on vous dit que c'est pas bien de travailler chez soi, bon, vous aimez bien quand même pouvoir avoir accès à vos mails n'importe quand. De la même manière, beaucoup de cadres ont besoin d'accéder au système d'information pour du reporting, pour extraire des données, etc. Il y a aujourd'hui, quelle que soit l'activité d'entreprise, quelle que soit la taille d'entreprise, un besoin de disponibilité fort. Il y a 5 ans, Nicolas Leroy-Fleuriot lançait une nouvelle offre portant sur le stockage des données à distance, le cloud computing. Résultat aujourd'hui, l'entreprise compte une centaine de clients sur cette seule activité. En travaillant avec les industriels du cloud computing, si je parle d'infrastructure, ils connaissent mieux les infrastructures que moi. Si je parle de collaboratif, ils connaissent mieux le collaboratif que moi. Si je parle de sécurité, ils connaissent mieux la sécurité que moi parce qu'ils sont spécialisés et qu'ils le font pour des milliers de clients. Le marché français du cloud, tous segments confondus, est passé de 2 milliards d'euros en 2012 à plus de 4 milliards aujourd'hui. 30% des entreprises françaises déclaraient recourir à des solutions de cloud, un secteur qui devrait s'accroître dans les années à venir. Il n'y a pas très longtemps, on employait le mot ferme numérique. C'est intéressant d'observer comment, au départ, on parlait des fermes, où au fond, c'est pas des petits poulets, c'est pas des bestiaux qu'on élève pour les manger. Non, c'est justement des lieux où des milliards d'octets d'informations sont effectivement stockés, renvoyés, traités. Pourquoi? Mais pour qu'on puisse vivre, manger, échanger, intellectuellement, enfin bref, régler toute une série d'éléments. C'est pour cette raison que je ne crois pas qu'on en soit la préhistoire en tant que telle, mais sérieusement, nous sommes dans l'histoire. Une révolution numérique qui est en marche et qui devrait permettre d'ici 3 ans, rien qu'en Aquitaine, la création de milliers d'emplois. Donc Nicolas Leroy-Fleuriot, on vient de le voir, ça marche très bien pour vous. Mais initialement, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans les affaires? Quel était votre pourquoi initial? Écoutez, en fait, c'est un de mes profs d'informatique, quand j'étais donc en école d'ingénieur à Montpellier, avec qui j'avais sympathisé, avec qui j'ai noué une relation assez affective, et qui, au fur et à mesure qu'on s'est connus, m'a dit, tu sais, alors que je me destinais à une carrière plutôt technique, comme chef de projet, analyste, ce prof m'a dit, tu sais, toi, tu es vraiment fait pour faire du business. T'es pas fait pour rester assis en place sur une chaise à longueur de journée, t'es fait pour voir du monde, t'es fait pour convaincre, t'es fait pour vendre. Tu devrais te spécialiser, faire donc une école de vente et donc t'orienter vers la vente de produits et de services informatiques. Voilà. Donc c'est ce prof-là, pendant mes études supérieures, qui m'a poussé à ça. Comme j'avais beaucoup de confiance en lui, beaucoup d'attachement, je l'ai écouté. Et puis j'ai démarré ma carrière chez Burux,
Burroughs était le troisième constructeur d'informatique américain à l'époque, qui a fusionné Xperi, qui est devenu Unisys. Et à l'époque, il y avait deux écoles de vente en fait, qui étaient connues. C'était Rank Xerox, qui avait une superbe école de vente, et l'autre c'était Burroughs. J'ai choisi Burroughs parce que c'était plutôt orienté produits professionnels, produits pour les entreprises, alors que Rank Xerox était plutôt orienté reprographie bureautique. Donc j'ai intégré Burroughs et j'ai fait pendant 9 mois l'école de vente Burroughs, donc qui fait partie des des écoles les plus célèbres dans le domaine de l'informatique, des deux écoles de vente les plus connues en tout cas. Donc la vente, la communication, c'est quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous passionne à la base? Oui, moi j'aime rencontrer effectivement des gens, j'aime leur parler de mon entreprise, j'aime anticiper leurs besoins. Hein. Je crois que dans la notion de la vente, dans la notion de vente, il y a une notion d'anticipation des besoins. Je dis souvent à mes collaborateurs, il faut savoir proposer le bon service ou le bon produit avant que les concurrents le fassent. Donc il faut susciter le besoin et proposer la solution avant les autres. Donc le fait de convaincre un client qui a une problématique donnée ou de susciter une problématique et d'apporter la solution, c'est un plaisir intérieur qu'on a du mal à dissimuler quand on est passionné par ça. Vous parlez là de plaisir, de passion. Est-ce que vous insinuez qu'il y a un lien direct entre la passion et le succès? Oui, clairement, je crois que, c'est ma lecture, je crois qu'on peut difficilement réussir dans une entreprise, quel que soit le niveau, si on n'est pas passionné par le produit ou par l'entreprise ou par le service qu'on représente. Si on le fait contraint et forcé uniquement parce qu'il faut gagner de l'argent, je pense qu'on est forcément moins pertinent. J'ai envie de dire, l'argent vient à mon sens en second lieu. C'est d'abord la passion du produit, la passion de la technologie, la passion du service. Et dans notre métier, qui est un métier complexe, parce qu'on vend des services informatiques extrêmement complexes, si on n'est pas passionné, je pense qu'on a du mal à réussir. Hein. Je dis souvent à mes collaborateurs, le business, les collaborateurs commerciaux, les ingénieurs commerciaux, le business c'est 50% de compétences, 40% de relationnel et 10% de chance. Hein. Si vous n'avez que de la compétence, ne faites pas de business, soyez plutôt consultant technique. Si vous avez que du relationnel, allez vendre plutôt des voitures ou des aspirateurs. Pas besoin d'aller s'intéresser à de la technologie qui est un produit complexe. Hein. Si vous n'avez que du relationnel, c'est pas la peine. Et si vous n'avez que de la chance, allez au casino. Donc c'est un mix des trois, de ces trois qualités qu'il faut avoir, je crois, pour réussir en tout cas dans ce métier-là. Qu'est-ce qu'il a fallu devenir en tant que personne pour pouvoir créer ce mini-empire en fin de compte? Qu'est-ce qu'il a fallu devenir? Je ne sais pas si on peut parler d'empire parce qu'on n'est quand même pas une multinationale, mais je pense qu'il faut savoir... un chef d'entreprise, c'est souvent la locomotive qui tire les wagons. Hein. Donc il faut savoir susciter le besoin, susciter l'envie, hein. Susciter le besoin chez les clients, susciter l'envie chez les collaborateurs. Il faut savoir vendre en interne. Hein. Quand on a un projet, il faut faire adhérer les collaborateurs. Donc il faut savoir aussi communiquer en interne. Il faut savoir leur expliquer où on est et où on va. Quand on construit un business plan à 3 ans, eh bien, il faut avoir les bons mots pour susciter l'adhésion. Voilà. Donc j'ai envie de dire que vous devez faire adhérer les gens à votre projet et vous devez être le leader qu'ils attendent. Alors là, vous parlez donc de culture d'entreprise quelque part, indirectement. J'imagine que vous avez dû apprendre des choses. Est-ce que le support livre, par exemple, est un support qui vous plaît? Est-ce que vous avez lu des livres qui vous ont construit, que vous avez aimé, dont vous en avez tiré des choses qui vous ont permis d'être la personne que vous êtes aujourd'hui? En vrai, quand j'étais un peu plus jeune, d'abord à la fin de mes études, j'ai lu un livre qui s'appelait FDG, Futur Directeur Général, Ouais. et qui décrivait le métier de directeur général d'une entreprise. Donc évidemment, quand on sort des études et qu'on a un peu d'ambition, évidemment ce livre est marquant et on se dit c'est ça que je veux faire. Et le deuxième livre qui m'a beaucoup marqué, d'ailleurs j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps son auteur qui s'appelle Philippe Bloch, c'est Service compris, qui est un livre qui a été écrit il y a 25-30 ans maintenant, mais qui était un livre extraordinaire parce que 30 ans après il est toujours d'actualité. Ils ont même réécrit une version 2.0 là, il n'y a pas très longtemps. C'est un livre qui vous rappelle les fondamentaux, parce que souvent dans les affaires on a tendance à oublier les fondamentaux et quand on oublie les fondamentaux, on va à l'échec. C'est quoi les fondamentaux pour vous?
Moi, il y en a 4 qui seront certainement gravés un jour sur ma tombe. C'est anticiper, diagnostiquer, décider et agir. Voilà, anticiper. Alors, je peux l'illustrer si vous voulez. Anticiper les besoins d'un client, anticiper les attentes du marché, diagnostiquer en permanence. Si on a remis une offre, quand on remet une offre, comment on se positionne par rapport à la concurrence, par rapport aux attentes du client, aux attentes techniques, aux attentes, aux contraintes financières, aux contraintes budgétaires. Donc diagnostiquer en permanence comment on est positionné face à la concurrence. À partir de ce diagnostic, décider de réactualiser la proposition, de réactualiser l'offre, de changer le prix, de changer une partie du contenu de l'offre. Et puis quand on décide, on agit. Donc on fait ce qu'on a décidé, parce que souvent on prend des décisions puis derrière elles ne sont pas suivies des faits. Donc on agit. Et ce qui me semble fondamental, c'est de savoir sur des métiers complexes comme les nôtres, de susciter des groupes, j'appelle moi des groupes éphémères. C'est-à-dire que je réunis en fonction d'un sujet donné, je vais réunir plusieurs personnes et je vais les faire positionner sur un sujet. Je vais les faire se positionner, mais sans trop rechercher le consensus, parce que trop de consensus tue. Donc il faut qu'on suscite une forme de désaccord, qu'on suscite de la réaction pour, tirer la substantifique moelle de ce groupe de travail éphémère. Donc sur un sujet donné, je vais réunir différentes personnes en fonction de leurs compétences, de leur profil, de leur track record et de leur métier dans l'entreprise. Et Nicolas, tout à l'heure, vous parliez de livres qui vous ont construit. Est-ce qu'il y a l'un de ces livres que vous auriez aimé lire plus tôt, au final ? J'aurais eu du mal à le lire plus tôt parce que c'est un livre assez récent, mais c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est la biographie de Steve Jobs. Pourquoi ? Parce que je crois que ça retrace bien l'état d'esprit de cette machine fantastique qui est devenue Apple, entreprise qui a connu les pires vicissitudes à certaines années de son existence, qui renaît de ses cendres quand Steve Jobs est revenu aux commandes. Et je trouve que le livre résume bien et le personnage qu'est Steve Jobs, l'esprit qu'il anime, l'état d'esprit qu'il a su instaurer dans une multinationale. Donc c'est un livre qui est, je trouve, extrêmement passionnant à lire, et quand on le lit en tant que chef d'entreprise, je pense qu'on en tire quelques idées. Est-ce qu'on peut dire que le risque est indissociable au succès et à la réussite, d'après vous ? Entreprendre, c'est risqué. Donc vous ne trouverez jamais un chef d'entreprise qui vous répondra qu'il n'a jamais pris de risque dans sa vie professionnelle, parce que entreprendre, c'est risqué. Donc c'est un synonyme. Donc vous voyez, je suis catégorique. Donc oui, des risques on en prend, alors pas au quotidien évidemment, encore que. À chaque fois qu'on recrute quelqu'un, on a le risque de se tromper. Et à chaque fois qu'on prend une décision, on a toujours le risque de se tromper. Alors évidemment, maintenant, on essaye toujours de minimiser les risques, mais oui, le risque est indissociable de l'entreprise, il est indissociable du succès. Quand j'ai racheté Keops, c'était déjà un risque, alors que j'avais été l'un des fondateurs d'un groupe informatique assez connu dans les années 90 qui a marché très fort. J'en suis parti pour un certain nombre de raisons, parce que j'étais depuis 14 ans qu'il fallait que je change d'air. Donc là déjà j'ai pris un risque. Quand vous êtes confortablement installé comme cadre dirigeant dans un grand groupe, dont vous êtes actionnaire, dont vous avez été l'un des fondateurs, il n'y a aucune raison vous avez tout quitté pour relancer un clairement, ouais. Je suis parti, j'ai fait mon préavis de 3 mois jusqu'au bout pour partir proprement, mais j'étais en désaccord avec le successeur du président. J'étais moi-même très proche du président, puisque tout le monde disait que j'étais son fils spirituel. Quand le président a pris du recul, je me suis affronté avec le successeur, alors que j'avais moi-même pas voulu la place et pas voulu aller à Paris pour prendre la place. Donc j'étais en désaccord, j'ai préféré partir. On se soumet, on se démet à ce type de poste. Donc oui, c'était un risque de partir et c'était un risque de racheter Keops. Pire encore, 4 ans après le rachat de Keops, donc dans l'année 2008, nous avons racheté donc une grosse partie de mon ancienne entreprise, de celle dont j'avais été l'un des cofondateurs. La fameuse entreprise dont on vient de parler. Oui, qui s'appelait le groupe Ares. Donc on a racheté toutes les agences de province pour donner à Keops une présence nationale. C'était indispensable pour couvrir la stratégie cloud qu'on s'apprêtait à déployer en 2008. Ça ne s'appelait pas encore le cloud, mais c'est devenu ensuite notre offre de cloud. On avait lancé la construction d'un data center en 2007, et pour remplir ce data center, il nous fallait une présence nationale. Donc on a racheté toutes les agences du groupe Ares, et on a racheté en final une structure 3 fois plus grosse que nous. Donc quand vous rachetez une entreprise qui est 3 fois plus grosse que la vôtre, évidemment, c'est pas simple, évidemment, ça crée des dissensions, et évidemment, c'est un risque. Donc,
Dans ce cas-là, le risque, vous le mesurez, vous le calculez, et puis vous faites en sorte que le risque se transforme en véritable opportunité. Donc là on est vraiment sur une logique de manager un business, un état d'esprit. Est-ce qu'il y a un état d'esprit spécifique au business, un état d'esprit en fait spécifique aux affaires? Oui, forcément, je crois qu'il y a un état d'esprit qui est spécifique. Si je devais le résumer, j'ai envie de dire qu'il vaut mieux vivre un jour comme un lion que 100 ans comme un mouton. Voilà. Donc quand vous êtes sur une affaire, il faut dépenser toute son énergie, il ne faut pas compter son temps, il faut être à l'affût de tout. Et c'est pour ça que je le résume en vivre un jour comme un lion plutôt que 100 ans comme un mouton. Parce que sur une affaire donnée, vous devez vous investir corps et âme. Ouais. Donc l'état d'esprit pourrait se résumer à ça. Tout le monde peut faire du business après vous, ou c'est seulement une certaine catégorie de gens? Ou est-ce que tout le monde, au contraire, pourrait devenir un bon businessman? Je pense qu'il faut quand même avoir, génétiquement, il faut avoir la fibre. Il faut avoir la fibre commerciale. Si vous êtes très introverti, très timide, très réservé, je ne crois pas que ce soit des qualités qui vous facilitent la chose pour faire du business. Donc il faut évidemment avoir génétiquement cette fibre commerciale, cette fibre relationnelle. Et puis peut-être aussi, quand on est dans le business, il ne faut pas regarder sa montre, quoi. C'est-à-dire que vous devez être à la disposition de vos clients, vous devez être joignable facilement et vous devez vous investir personnellement. Au-delà d'autres fonctions, sur le business, vous devez vous investir personnellement pour créer une relation, pour créer un lien avec vos clients, par exemple. Alors quand on crée un business de la taille de votre entreprise, forcément ça génère du chiffre d'affaires, de l'argent. L'argent justement qui est avant tout un outil, en quoi peut-il être un piège pour un entrepreneur? Il peut être un piège s'il devient la motivation première. Voilà, je crois que ça c'est l'erreur à ne pas commettre. Moi je fais partie des gens qui pensent vraiment pas à l'argent. Et même quand j'étais plus jeune, je veux dire, l'argent n'a jamais été un moteur. Je crois qu'il faut d'abord avoir envie de gagner, il faut d'abord avoir envie d'être le meilleur dans son métier, il faut avoir envie d'être innovant, il faut avoir envie d'être différenciant. Mais il ne faut pas penser à l'argent. L'argent vient après, si vous avez du succès dans les affaires, l'argent vient, mais ça ne doit jamais être la motivation première. J'en veux pour preuve au niveau de Keops, ça fait des années qu'on n'a pas versé de dividendes, parce que tous les bénéfices que nous réalisons au niveau de Keops, on les laisse dans l'entreprise pour financer notre développement, financer notre croissance externe, financer nos investissements liés au data center, aux nouvelles technologies, à la R&D. Donc vous voyez, l'argent n'est vraiment pas un moteur. Clairement pas. Et il doit jamais l'être, il doit surtout pas, en tout cas, ça ne doit pas devenir le moteur principal. Sinon, c'est l'échec assuré. On en revient en fait à ce qu'on disait au départ, cette fameuse notion de passion, qui était d'ailleurs évoquée par Bill Gates un jour, qui disait que trouve ta passion et crée-en une entreprise. En fait, vous avez un peu la même, pas forcément avec les mêmes mots, mais en tout cas le même état d'esprit. Je ne connaissais pas cette approche de Bill Gates, mais c'est complètement ça, ouais, absolument. Alors si un jeune, puisque aujourd'hui vous savez faire de l'argent, même si ce n'est pas votre focus premier, si un jeune vient vous demander des conseils pour faire de l'argent, qu'est-ce que vous lui répondriez? Je lui répondrai d'abord de trouver effectivement quelle passion l'anime, quel produit l'anime, quel service l'anime, clairement je lui dirais d'abord qu'est-ce que tu voudrais faire comme métier, voilà. Quel métier te plaît d'abord. Ensuite, encore une fois, pour faire de l'argent, il faut savoir faire des sacrifices. Je crois que c'est difficile de concilier la vie de businessman très impliqué dans les affaires et la vie privée. Donc je lui dirais, assure-toi que ton entourage personnel va être capable d'assumer, de comprendre et d'assumer le fait que tu sois peu disponible, que tu rentres tard souvent le soir, que tu sois absent certains week-ends. Donc assure-toi que ton entourage sera capable d'encaisser ce mode de vie-là. Beaucoup de couples se séparent parce que l'un des deux époux travaille trop ou est absent, etc. Donc il faut avoir cette espèce d'osmose intellectuelle au niveau de la vie de famille pour que les gens acceptent ou l'entourage accepte cet investissement personnel. En fait, le succès, puisque c'est l'un des thèmes centraux de cette interview, le succès est peut-être plus important encore, l'accomplissement personnel. Tout le monde en parle, mais très peu de gens arrivent vraiment à le définir. Enfin, il y a des dizaines, peut-être des milliers de définitions. Quelle serait la vôtre? Quelle serait votre définition du succès et quelle serait votre définition de l'accomplissement personnel? Alors j'ai une définition du succès qui est peut-être un peu
un peu en norme. Pour moi, le succès, c'est pouvoir faire ce qu'on veut, quand on veut et comme on veut. Donc, vous voyez, je ne sais pas si... C'est compliqué. C'est possible. Voilà. Est-ce que c'est possible? Je crois que c'est possible. Je crois que ça peut l'être. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce n'est pas facile à réaliser. Avoir toute la liberté de faire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. Je crois que c'est pas simple. Après, l'accomplissement personnel... Succès, ça serait la liberté. Si on devait résumer en un mot, succès égale liberté. Oui, mais la liberté de faire ce qu'on a envie de faire, comme on a envie de le faire, quand on a envie de le faire. Ouais. Donc, ça rejoint 3 notions. L'envie, les idées et les moyens. Voilà. Donc voilà ma définition du succès. C'est avoir des idées, avoir l'envie de réaliser ces idées-là et avoir les moyens de les réaliser. Et en ce qui concerne l'accomplissement personnel maintenant, de quel accomplissement personnel, à ce stade de votre vie, vous êtes le plus fier? Peut-être probablement celui d'avoir donné naissance à une société d'informatique qui s'appelle Keops Technologies, qui est devenue en France l'un des leaders du cloud computing, tout en ayant son siège social à Bordeaux et non pas à Paris, parce que par moments les Parisiens d'ailleurs ont du mal à intégrer, avec une présence nationale puisqu'on a 14 agences en France, et puis probablement d'avoir pris le virage du cloud avant tous nos compétiteurs, d'avoir développé une offre de cloud qui s'appelle iCode, infrastructure Keops On Demand, qui nous permet de compter les plus belles entreprises comme clients. Je brûle l'envie de vous en citer quelques-unes qui sont de très très belles signatures, comme Yves Rocher, comme Cdiscount, comme Cultura, comme Feu Vert, et puis une trentaine de cliniques qui ont transféré tout leur système d'information chez nous. Donc on a pris ce virage du cloud avant tout le monde, et au moment où je vous parle, on est en train de se réinventer encore, puisqu'il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. Le marché d'ailleurs de l'informatique est en pleine transformation. Aujourd'hui on parle de transformation digitale, et on est en train donc de construire de nouvelles offres innovantes qu'on introduira au mois de septembre, entre le 15 et le 30 septembre, qui me permettent de dire que chez Keops on ne s'endort pas sur ses lauriers, et on se réinvente tous les 4 matins pour, encore une fois, anticiper les attentes du marché. Donc là, Nicolas, si vous aviez par exemple la possibilité, alors ce qui est dans l'absolu est impossible, mais si vous avez la possibilité, le Nicolas d'aujourd'hui passe un coup de fil au Nicolas à 20 ans pour lui donner un conseil. Quel conseil vous donneriez à vous-même en fait, pour vos 20 ans? Certainement, je lui dirais d'être un peu moins impétueux, avec l'âge, puisque maintenant j'ai passé les 50 ans. Je suis devenu certainement moins fougueux et moins impétueux que je l'étais quand j'étais plus jeune. Donc si je devais me téléphoner 30 ans en arrière, je dirais sois plus indulgent avec les tiens, admets qu'ils puissent faire des erreurs, et quand tu as des choses à leur reprocher, peut-être mets-y un peu plus les formes. Voilà. Donc un peu moins de fougue et sois un peu moins impétueux que tu ne l'as été. Alors Nicolas, depuis le début de cette interview, on parle beaucoup de réussite, de succès. Maintenant, depuis les quelques décennies de votre carrière, 2-3 décennies bientôt, vous avez peut-être eu certaines difficultés. Comment est-ce que vous avez fait pour utiliser vos difficultés pour rebondir dessus et mettre la barre plus haut dans votre entreprise? Alors la principale difficulté peut-être que j'ai rencontrée dans ma carrière, c'est lorsqu'on a fait donc une acquisition d'une entreprise qui était 3 fois plus grosse que nous, c'est de se heurter à la résistance au changement. C'est terrible. Quand vous achetez une entreprise, c'est toujours un choc culturel, quand une entreprise est reprise par une autre. Et je pense qu'il ne faut pas vouloir transformer l'entreprise trop vite, l'entreprise cible, celle que vous avez rachetée. Donc il faut prendre le temps de faire adhérer les nouveaux collaborateurs à vos méthodes, à votre culture, à vos offres. Il faut vendre, il faut vendre en interne. On revient toujours à la notion de vente, mais il faut aussi vendre en interne les méthodes, les services, les offres, le projet, et peut-être s'accorder un peu de temps. Voilà. Alors pas trop, parce que sinon effectivement vous ne changez plus les habitudes. Par contre, il ne faut pas hésiter à 100 fois sur le métier remettre votre ouvrage et à expliquer, réexpliquer vos process et vos offres, et vaincre en se donnant un peu de temps la résistance au changement. Vous ne pouvez pas aller trop vite. Si vous allez trop vite, vous cassez tout, vous faites partir tout le monde. Comment on fait pour arriver à rendre compatible la gestion humaine et
la croissance d'une entreprise telle que la vôtre? Je crois que par nature, c'est compatible. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai un certain nombre de mes collaborateurs avec qui je suis très proche, c'est-à-dire avec qui je peux passer des week-ends. Il m'est arrivé d'ailleurs d'amener au ski sur 2 jours toute une division de l'entreprise. Et là, je suis plus le chef d'entreprise. Hein. Alors, je tiens mon rang, c'est-à-dire je fais pas n'importe quoi, mais je suis avec tout le monde. Je plaisante s'il faut plaisanter, si ça s'y prête. Voilà, on s'amuse. C'est-à-dire, je sais m'amuser avec les collaborateurs, mais par contre, ça c'est le week-end ou lors d'une sortie organisée. Mais après, quand on est de retour au bureau, je redeviens le président. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut être capable, je crois, d'étanchifier les choses. Il faut savoir se lâcher et être extrêmement naturel lorsque vous êtes dans un contexte qui s'y prête. Mais par contre, quand vous êtes au bureau, en tout cas quand vous êtes le président de l'entreprise, là vous devez rester le président de l'entreprise et pas être le copain. Okay. Donc moi je crois que j'ai une grosse capacité à être le meilleur ami du monde pour des moments de fun ou des moments... on organise chaque année un kick-off. Donc là où je sais faire, je sais être extrêmement détendu et j'ai même m'est arrivé avec mon directeur général de chanter sur scène, etc. Voilà, on sait faire des choses, mais par contre, ça dure un temps. Après, quand on est de retour dans l'entreprise, je redeviens le président de l'entreprise. Voilà. J'ai d'ailleurs un truc qui pourrait vous plaire, c'est la théorie des 3 P. Mais c'est pas la théorie des 3 P. C'est plein de vérités. Quand vous naissez, donc de la naissance jusqu'à la petite enfance, vous êtes une personne. Cette personne va être influencée par ses parents, essentiellement sa famille. Donc la famille, les parents vont avoir une influence sur votre personne. Ensuite, de l'adolescence jusqu'à jeune adulte, là vous allez vous forger le 2e P après personne, une personnalité. Donc cette personnalité, elle va être forgée surtout par votre écosystème, votre environnement amical, par vos études, par vos copains de fac ou d'école. Donc ceux-là vont avoir une influence sur votre personnalité, ils vont vous aider à vous forger une personnalité. Et ensuite, quand vous rentrez dans la vie active, vous allez exercer des fonctions avec plus ou moins de responsabilité, là vous allez jouer un personnage. Moi dans l'entreprise, je joue un personnage, je joue le personnage du président. Mais quand je sors de l'entreprise, je ne suis plus le président. Je suis Nicolas Leroy-Floriot, quelqu'un d'accessible, avec qui on discute, avec qui on peut échanger, quelqu'un qui est disponible quand il peut l'être pour aider, etc. Voilà. Donc, personnalité, personnage. Mais par contre, quand le personnage prend le pas sur la personnalité, c'est-à-dire quand vous sortez de l'entreprise et que vous êtes toujours le personnage que vous jouez, ça arrive, hein, ça arrive. J'en ai connu. Ben, quand le personnage prend le pas sur la personnalité, ça c'est la définition du con. Voilà. Bien, moi, je souhaite être tout sauf un con, et j'ai ma personnalité, j'ai un personnage qui est celui de président, directeur général de Keops Technologies, mais je ne confonds pas les deux. Voilà. Et durant cette interview, étiez-vous Nicolas ou étiez-vous le président de Keops Technologies? Je ne répondrai pas à cette question, mais vous avez bien fait de me la poser.